Vive la télévision, merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans ce tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale. Et en voici les titres. Le guide spirituel des Ansar, Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, a reçu en audience la jeunesse musulmane de Djanguiné-Bougou. Bénédictions et conseils ont été prodigués à cet effet. Contribuer à la sécurité nationale est une responsabilité citoyenne et un devoir de solidarité. C'est le thème retenu pour les activités de la 25e édition du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion. Au moins 5 morts et des dizaines de blessés, c'est le bilan provisoire de la première journée de manifestation contre un potentiel 3e mandat du président Alpha Condé en Guinée. Plus de précisions dans cette édition. Mardi 15 octobre 2019, merci de nous réitérer votre confiance. Je vous l'annonçais dans les titres, l'association des jeunes musulmans de Bangoni Djanguiné-Bougou a rendu visite au guide spirituel des Ansar, président du Haut Conseil islamique du Mali, à Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, à son domicile de Bangoni Djanguiné-Bougou. Visite au cours de laquelle des bénédictions ont été formulées par le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, qui a aussi accompagné les visiteurs par de meilleurs vœux. Loutou Sidibé avec la voix de Kafouné Bachili. La tradition est respectée une fois de plus par l'association des jeunes musulmans en reconnaissance aux efforts du guide spirituel des Ansar à Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara à travers cette visite en signe de grande affection effectuée tous les 4 mois. Bon, comme vous le savez, à la fin de chaque 4 mois, donc, on vient rendre une visite de routine à notre guide spirituel qui est Cheikh Cherif Ousmane Madani Haïdara. Donc, au cours de laquelle donc, on lui demande la bénédiction et en contrepartie aussi on lui fait la bénédiction. Je suis vraiment satisfait. Bon, vraiment, je suis tellement content, je ne peux pas exprimer ce que je ressens actuellement. Au début, tout d'abord, c'est un jeune du quartier qui s'appelle Adaman Koulibaly, dit Dami, qui a eu l'initiative de regrouper tous les jeunes du quartier, de venir rendre visite à notre guide spirituel et de lui faire la bénédiction, en même temps aussi de lui demander la bénédiction. Donc c'est dans ce cadre-là dont on est venu ce soir. La rencontre a été également centrée sur l'organisation du prêche annuel organisé par l'association en question, qui est animée chaque année par les guides spirituels des Ansar à Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara. Une fois par an, donc on organise aussi une grande prêche, donc qui se tiendra dans la cour de Chirfoula. Est-ce que vous voyez? Donc au cours de laquelle c'est le guide même qui vient en personne de répondre à nos questions vraiment qui sont des questions pertinentes qui nous gênent dans nos quotidiens. Donc, à chaque fois quand on lui lance des appels, vraiment il répond. Donc, ça veut dire que vraiment c'est quelqu'un, à chaque fois quand on aura besoin de lui, il répond. Donc, il a dit et il a fait. Comme il y a un adage qui dit. Donc, n'écoute pas ce que les gens disent, mais regardez ce qu'ils font. Donc, il a dit et il a fait. Donc, vraiment, je suis très content aujourd'hui. Le guide spirituel des Ansar à Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara n'a pas manqué d'exprimer sa joie avant de mettre fin à la rencontre par des séances de prière et de bénédiction. Direction Sikasso, la 3e région administrative du Mali, où le bureau exécutif de l'association Ansardine nationale poursuit sa session de formation à l'intention de certains militants de l'association. Les travaux d'ouverture dans la cité verte du Kénédougou ont eu lieu samedi 12 octobre dans les locaux de la résidence chérifienne. Nos envoyés spéciaux, Fatma Takane et Abdoulaye Sogodogo. La session de formation des secrétaires aux investissements et financiers, des commissaires aux comptes, des secrétaires généraux et des présidents des sections de l'association des Ansar se poursuit. Après la région de Mopti, Ségou et le district de Bamako, l'équipe des formateurs du bureau exécutif de l'ADN Mali s'est orientée vers la cité du Kénédougou pour une série de formations initiées et financées par l'ADN Mali. Cette formation est attelée sur la gestion financière de l'association Ansardine et les différents documents, les outils de travaux, mettre en application. C'est rendre leur capacité intellectuelle à corps. Ce renforcement des capacités ne doit pas s'arrêter à ce niveau. Le bureau national doit s'atteler beaucoup pour que les formations puissent exécuter
en différents points. Les responsables de la section ainsi que les apprenants se sont tous réjouis et apprécient cette initiative du bureau exécutif de l'ADN Mali à sa juste valeur. Répartis dans 2 salles de la grande résidence Chérifoula à Sikasso pour les travaux théoriques et pratiques, les participants de cette formation ont par ailleurs souhaité la multiplication de ce genre de renforcement pour l'émergence de l'association, tout en estimant également avoir un résultat satisfaisant à l'issue de la formation qui permettra la bonne gestion de l'association. Vraiment, nous remercions le Bureau national d'avoir s'investir pour la formation, pour cette formation, au niveau de toutes les instances et organisations de l'association Ansardine Mali. Vraiment, le mot me manque pour les remercier de cette formation. Les participants n'ont pas bien récolté des fruits à cette formation. D'aller les exploiter, il ne faut pas que les dossiers vont dormir dans les terroirs. Ils n'ont qu'à les bien exploiter sur le terrain, au sein des réunions, sur toute l'instance de l'association Ansardine. C'est ce que nous attendons, un bon fruit, un bon résultat de cette formation. Nous apprécions, n'est-ce pas, cette formation à juste titre, n'est-ce pas, organisée par le Bureau national Ansardine du Mali, par le simple fait que c'est en application des recommandations du Congrès 2018. Je souhaiterais que tous les participants quand même, n'est-ce pas, soient très attentifs pour pouvoir, n'est-ce pas, apprendre ou renforcer, n'est-ce pas, leurs capacités pour pouvoir être des conseils, des appuis conseils auprès des sous-sections et des comités. Au total, 42 militants de cette section prendront part à cette formation, notamment la section des Ansar de Sikasso, Koutiala, Bougouni, Yanfolila, Kolondjeba, Kadjolo et Yorosso. Dialogue national inclusif, les facilitateurs ont animé une conférence de presse ce lundi dans la salle de conférence des services du médiateur de la République. Elle a pour objectif, selon les organisateurs, d'informer l'opinion publique nationale et internationale sur le processus du dialogue en cours, notamment la phase communale qui a déjà pris fin. Abdul Karim Sako, Seydou Niari. Le 5 juin dernier, les chefs de l'État confiaient à 3 personnalités la mission de conduire le dialogue national inclusif dont la phase communale s'est déjà déroulée sur toute l'étendue du territoire national. La présente conférence de presse se veut un espace d'information et d'échange entre les facilitateurs et les hommes des médias sur l'évolution du processus du dialogue. Le médiateur de la République a porté à la connaissance de la presse que les concertations de la phase communale ont pu se tenir dans 605 communes, alors qu'au niveau des cercles, les concertations débutent ce lundi 14 octobre. La phase communale s'est déroulée il y a une semaine. Avant que nous saisissions les communes, nous avions pris soin de recevoir du ministère de l'administration territoriale la liste complète de toutes les communes où il serait possible de tenir les concertations du dialogue. Parce que nous connaissons la situation du pays, nous savons que nous sommes en guerre, nous savons que dans certaines parties du pays, il est très difficile de réunir les gens. Sur les 700 et quelques communes que compte le pays, le ministère de l'administration territoriale nous avait indiqué qu'il y avait 611 où il était possible, en principe, de tenir les concertations. Sinon, en conclusion, les concertations communales se sont déroulées dans toutes les régions de la République du Mali et ce sont 605 à notre statistique ici, 605 communes qui ont tenu leur concertation dans le cadre du dialogue national inclusif. Tout le travail a été fait par des Maliens et continuera à être fait par les Maliens. C'est un exercice inédit que les Maliens s'approprient et nous pensons que des résolutions pertinentes qui sortiront de ce dialogue seront traduites pour montrer la vision du Mali de demain et d'aujourd'hui, à court, à moyen et à long terme. Une forme de demande de la classe politique et de la société civile ou une nécessité pour les autres forces vives de la nation, peu importe l'appellation,
Ce qui vaut et doit prévaloir lors de ce dialogue national, c'est l'intérêt de la stabilité nationale. Nous avons un Mali à reconstruire sur des bases saines. Alors le doute quant à l'inclusivité, ou si telle ou telle personne ne vient pas, ça ne fait pas suffisamment inclusif, on aura fait de notre mieux. Mais jusqu'à présent, on ne baisse pas les bras. On a décidé d'approcher encore ceux qui ne veulent pas venir, en disant qu'il ne s'agit ni d'eux, ni de nous, ni du président de la République, mais d'un pays qui se meurt, d'un pays qui est en danger. Afin d'atteindre le maximum de Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur pour une participation massive au dialogue national inclusif, l'équipe des facilitateurs a procédé à la mise en place d'une plateforme digitale accessible sur le site www.dialoguenational.ml. La salle de conférence du patronat du Mali a abrité ce lundi 14 octobre 2019 les travaux des journées de concertation et de réflexion initiées par le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Logement Social. C'est un reportage de Amadou Kamara, nous connaît. La gestion des déchets est au cœur des préoccupations du gouvernement de la République du Mali qui ne ménagera aucun effort pour l'amélioration du cadre de vie dans nos cités. Ces mots sont ceux du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Logement Social, Amaoul Sidi Mohamed Arbi. L'ouverture des journées de concertation et de réflexion que mon département organise dans le cadre de la célébration du mois des villes, traduisant ainsi l'engagement de nos plus hautes autorités. La population urbaine devra pratiquement doubler, ce qui fera de l'urbanisation l'un des principaux moteurs de transformation du XXIe siècle. Les populations, l'activité économique, les interactions sociales et culturelles et les retombées environnementales et humanitaires se concentrent de plus en plus dans les villes, situation qui pose d'énormes problèmes de viabilité touchant notamment le logement, les services de base, la sécurité alimentaire, la santé, l'éducation, les emplois décents, la sécurité et les ressources naturelles. Il y a donc lieu de repenser la planification, l'aménagement, le financement, le développement, l'administration et la gestion des villes et des agglomérations urbaines. Cette activité commémorative du mois de la ville vise la sensibilisation du grand public et la concertation avec les partenaires et acteurs en vue d'accroître leur participation au développement urbain durable. Le gros problème, c'est que quand on regarde même autour de Bamako, on se demande si on n'a pas fini d'occuper le terrain dans le pays. Il faut une vision du Mali pour plusieurs années. Par exemple, qu'est-ce qu'on prévoit pour le Mali en 2050 ou en 2100? Le problème des générations d'aujourd'hui, c'est qu'elles doivent préparer le futur pour les générations à venir. Mais si tout se limite au quotidien, on ne pourra pas s'en sortir. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Logement Social estime que la gestion des déchets est aujourd'hui au cœur des préoccupations du gouvernement du Mali. Selon lui, le thème de cette présente édition nous interpelle tous. Non, on a dit qu'il y a toujours eu une politique d'urbanisation au Mali et ça a porté des fruits, je l'ai dit. L'État, les administrations ont toujours travaillé. Maintenant, c'est les nouvelles visions, une nouvelle façon. On a dit maintenant il y a une science de la ville qui se crée. C'est les événements, c'est l'urbanisation, c'est l'accroissement de la population, l'accroissement de l'urbanisation qui fait que maintenant on est obligé de repenser autrement. Donc il y aura, on va dire, une nouvelle façon de penser les villes en partant de ce qui existe déjà. Voilà. Où on va corriger tout ce qui existe, ou pour les nouvelles villes, puisqu'en fait on est obligé maintenant de créer de nouvelles villes dans les périphéries de nos villes. Et pour ces nouvelles villes, c'est la nouvelle vision qui va s'appliquer. À noter que le Mali, à l'instar de la communauté internationale, a célébré le 7 octobre 2019 la Journée mondiale de l'habitat, dont le thème de cette édition est la technologie de pointe comme outil innovant de transformation des déchets en richesse, afin de réfléchir sur l'état de nos villes et villages et surtout au droit fondamental de tous à un logement adéquat.
L'actualité nationale sur un autre plan, les activités de la 25e édition du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion se déroulent du 14 octobre au 14 novembre 2019 sur toute l'étendue du territoire national. C'est la principale information donnée aux hommes des médias à l'issue de la conférence de presse initiée par le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Le thème retenu pour cette édition est « Contribuer à la sécurité nationale est une responsabilité citoyenne et un devoir de solidarité ». La conférence de presse était animée par la marraine nationale, le général de brigade Kani Diabaté. Nos reporters Amadou Diallo, Fousseni Keita. D'entrée de jeu, la marraine nationale du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, le général de brigade Kani Diabaté a tout d'abord salué la mémoire de toutes les victimes de la crise sécuritaire avant de remercier les autorités du pays pour le choix porté sur sa modeste personne. Tout en expliquant la symbolique du mois de la solidarité, elle demande l'accompagnement de tout un chacun pour la réussite de la présente édition qui se tient dans un contexte particulièrement exceptionnel. La politique nationale de solidarité repose sur l'équité, la justice et le partage. Elle est inclusive et concerne tous les domaines de la vie socio-économique. L'objectif général de cette politique, c'est d'assurer le bien-être des populations en réduisant les principales sources de détresse et d'instabilité sociale en vue d'un développement humain durable. Pour cette 25e édition, les activités du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion seront axées sur 4 thématiques majeures, à savoir la semaine des personnes âgées, de la femme et de l'enfant, des personnes handicapées et la semaine de la jeunesse, de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Pour l'atteinte des objectifs, la politique nationale a élaboré des orientations stratégiques portant sur le renforcement des actions de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale des groupes cibles dont la protection sociale doit être effective. La contribution à la formation, à l'emploi et à l'insertion socio-professionnelle des groupes cibles dont l'accès aux services sociaux de base doit être facilité. Il est donc reconnu que chaque citoyen, citoyenne, de quelque couche qu'il soit, doit jouer sa partition et se retrouver dans ce thème. Est un sujet d'actualité pour notre pays, mais aussi une obligation morale et un devoir citoyen. C'est pourquoi elle appelle tous les hommes de médias à une large diffusion sur les différentes thématiques qui seront développées au cours de ce mois dédié à la solidarité. Nous comptons sur vous pour nous aider par une meilleure sensibilisation et efficace sur le thème du présent mois afin d'atteindre les objectifs fixés. Autrement dit, tu es moi et je suis toi et nous sommes condamnés à conjuguer nos relations de solidarité. Cette exigence de réciprocité sociale est le fondement de l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité qui fait appel même au devoir de justice au nom d'une communauté pour nous. À la suite de ces quelques considérations, ce qui a lieu de préciser, à notre avis, c'est que les autorités, en décidant d'instituer le mois de la solidarité, montrent la volonté politique de promouvoir au sein de nos sociétés l'expression véritable d'une solidarité qui s'exprime prioritairement envers les démunis et les plus vulnérables. Répondant aux questions des confrères relatives au retard accusé sur le démarrage des activités du mois de la solidarité ou encore sur le budget, le général de brigade Kani Diabaté dira que la présente édition se déroulera du 14 octobre au 14 novembre 2019 sur toute l'étendue du territoire national, tout en ajoutant également que le budget n'a pas connu un changement. Comme toutes les autres années, il est fixé à 125 millions de francs CFA pour couvrir toutes les activités qui seront menées dans le district de Bamako et dans toutes les régions du pays. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, a célébré la journée internationale de la réduction des risques de catastrophe ce mardi 15 octobre. Occasion pour la protection civile malienne et ses partenaires d'apporter une réponse à cette question de prévention des catastrophes au Mali à travers une conférence de presse. Marietou Diallo, c'est Lunyari.
Le 13 octobre, Journée internationale de la réduction des risques de catastrophe, a été désignée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1989 en vue de promouvoir une culture de la sensibilisation et de la prévention aux effets de catastrophes. Chaque année, le 13 octobre est célébré à travers le monde pour commémorer la prévention des catastrophes. Chaque région du monde a sa particularité. Dans certaines régions, ce sont des volcans, ailleurs, ce sont des cyclones. Mais le constat est que depuis quelques années, nous constatons qu'au Mali, c'est les inondations qui font le plus de dommages. Vous vous rappelez, cette année, la triste inondation du 16 mai dernier, qui a fait beaucoup de victimes. Donc, les inondations constituent, depuis quelques années, la catastrophe majeure qui frappe notre pays. Maintenant, pour parler de la prévention, qu'est-ce que nous faisons pour prévenir les catastrophes? Eh bien, la gestion, la prévention des catastrophes est un domaine transversal. Chacun a un rôle à jouer. Le simple fait de balayer devant sa maison et de mettre les ordures dans la poubelle contribue à prévenir les catastrophes. Très simple, mais très pratique. Des dispositions pratiques également pour éviter de construire dans les nids des cours d'eau, ça c'est une manière de prévenir les catastrophes parce que quand il y a des constructions sur le passage des cours d'eau, évidemment, l'eau, comme on le dit, ne dévie pas sa trajectoire. Les catastrophes naturelles ont eu des conséquences désastreuses pour les êtres humains et ont causé des dommages aux infrastructures et des dégâts matériels considérables dans le monde entier, surtout dans les pays en voie de développement, d'où le thème de cette année, réduire substantiellement les dommages causés aux infrastructures essentielles par les catastrophes ainsi que la perturbation des services de base. En ce qui concerne la protection civile, nous nous préparons à cela par des messages, comme vous le voyez, nous diffusons sur les antennes de vos radios, des télés, des messages de sensibilisation pour inviter les populations à adopter des comportements allant dans le sens de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire à la veille de l'hivernage. Également, nous préparons nos unités opérationnelles sur toute l'étendue du territoire et en cas d'inondation, pour que, elles puissent très rapidement venir au secours des populations, sauver des vies, des personnes, des biens et également de l'environnement pour réduire substantiellement les risques liés aux inondations. La protection civile malienne est appuyée dans cet exercice par ses partenaires, notamment la Croix-Rouge malienne et la Banque mondiale. Parlons météo à présent. Une bonne partie de la capitale Bamako a été arrosée par des précipitations depuis l'aube. Ces pluies surviennent à la mi-octobre au moment où l'on s'attendait plutôt à la fin de la saison hivernale. Selon les explications du service prévision de Météo Mali, l'année a connu un démarrage tardif de la saison des pluies et par conséquent connaîtra aussi une fin tardive. On devrait donc s'attendre à des pluies jusqu'à la première décade du mois de novembre. La chef du département de la prévision météorologique est au micro de Samaïra Sanogo Baba Keïta. Avant même l'installation de la saison pluvieuse 2019, nous avons fait un atelier d'information. Nous avons dit à tous les usagers que cette saison 2019 sera une saison assez longue. C'est-à-dire que la fin de la saison 2019 sera tardive sur l'ensemble du pays. Cette information, Mali Météo avait donné ça depuis le mois de mai 2019. Donc ça, la pluie du mois d'hier soir n'est pas de façon générale une surprise. Parce que vu le caractère général de la saison 2019, nous sommes sûrs que les pluies vont continuer jusqu'à la fin, ce qui est sûr jusqu'à la fin du mois d'octobre, voire même le début du mois de novembre selon les zones. D'accord. Le caractère de la saison des pluies de façon générale sur notre zone, précisément sur le Mali, est déterminé par des vents de sud-ouest
qu'on appelle généralement la mousson. C'est-à-dire ces vents de sud-ouest qui quittent l'océan Atlantique et rentrent dans notre pays en traversant les côtes sont généralement des vents qui rapportent beaucoup d'humidité. Et cette année, nous avons vu que ces flux d'humidité sont assez présents dans notre pays. Et tant que ces conditions sont là, les probabilités qu'il y ait de la pluie sont très 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 fortes. Conséquences, oui, pour ceux qui ne prennent pas trop en compte les informations météorologiques. Sinon, de façon générale, si vous suivez nos informations de façon quotidienne, les conséquences peuvent être vraiment minimes. Oui, vu le caractère exceptionnel de cette saison, ce qu'on peut donner comme conseil, c'est de suivre nos informations météorologiques sur les différentes chaînes télé et radio et sur les réseaux sociaux. Parce que vous savez, ici, la météo, c'est une science. Et nous, à la date d'aujourd'hui, la prévision météorologique de Mali Météo a des taux de réussite très très élevés, voire même à 80% de réussite. Donc, tant que vous suivez nos informations météo et que vous planifier vos secteurs socio-économiques à partir des informations météorologiques, c'est très probable que les conséquences seront très très minimes. La société Énergie du Mali, EDM SA, chargée de la production, du transport et de la distribution de l'électricité dans notre pays, a organisé une journée de don de sang à l'occasion de son 59e anniversaire. L'événement, qui était présidé par le ministre de l'Énergie et de l'Eau, s'est déroulé en présence des responsables de l'EDM ainsi que d'autres invités ce lundi dans la cour de la dite société. Sadio Sidibé, Ibrahim Koulibaly pour plus de précisions. Cette journée du don de sang qui a été organisée par la Société Énergie du Mali, connue sous l'appellation EDM SA, aura permis de collecter 68 poches de sang à l'occasion de sa 59e année d'existence au Mali. Une façon pour la dite structure de rendre service à ceux et celles qui en ont besoin, car, dit-on, le sang sauve la vie. Cette agence para-étatique plus particulièrement consacrée à la production d'électricité organise une série d'activités dans le district de Bamako et environ à l'occasion du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sociale dont le lancement officiel a eu lieu ce lundi 14 octobre. Après le district de Bamako, les responsables d'EDM SA seront à l'intérieur du pays pour organiser d'autres activités. Il s'agit de faire du reboisement, de l'assainissement entre autres. La Société Énergie du Mali s'est engagée dans une démarche depuis le 17 mai 2001 afin de faire face à l'amélioration de la qualité de gestion en électricité au Mali. Cet engagement traduit la volonté de la direction générale de mettre en place un nouveau système de management. Cette composante soutiendra les activités liées à l'engagement des citoyens. À titre de rappel, l'Énergie du Mali est une société d'État créée le 14 octobre 1960 et se fixe comme mission de fournir l'électricité sur toute l'étendue du territoire malien et à moindre coût. Voyons à présent le tour d'horizon de l'actualité internationale en bref et en images. C'est une compilation de Sadio Sidibé. Au moins 5 morts et des dizaines de blessés selon nos informations. 2 décès selon le gouvernement. C'est le bilan provisoire de la première journée de manifestation contre un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé en Guinée-Conakry ce lundi 14 octobre. À l'appel du FNDC qui regroupe les principales organisations de la société civile et de l'opposition, des dizaines de personnes ont tenté de manifester leur opposition à une nouvelle constitution qui pourrait permettre au président Condé de se maintenir au pouvoir au-delà de ses 2 mandats constitutionnels. L'actualité politique en Côte d'Ivoire, c'est désormais officiel. Guillaume Soro est candidat à la présidentielle ivoirienne de 2020. L'ancien président de l'Assemblée nationale, devenu opposant au régime d'Alassane Ouattara, l'a annoncé lors d'une réunion avec des sympathisants de la diaspora à Valence, en Espagne, samedi. Guillaume Soro met fin donc à un faux suspense qu'il maintenait depuis des mois.
Il y a des partis politiques qui sont pro-Soro qui m'ont déjà choisi pour être leur candidat. Donc si je serais candidat maintenant, si je gagne au premier tour, honnêtement je serais content. Mais s'il y a un deuxième tour, celui d'entre nous qui aura le plus de points, il aura le soutien des autres, a-t-il dit. « 13 millions de Mozambicains sont appelés aux urnes ce mardi 15 octobre pour choisir le nouveau président de la République. 250 députés, 10 gouverneurs et les membres des assemblées provinciales. Pour la présidentielle, 4 candidats sont en lice, dont le président sortant Philippe Nyusi, donné favori. L'enjeu de ces élections est important dans un pays plombé par la dette cachée, une grave crise financière depuis la révélation en 2016 qu'il avait secrètement emprunté 2 milliards de dollars, ainsi que par des violences. Les tensions sont restées vives à l'approche des élections de ce 15 octobre, malgré la signature le 6 août dernier d'un traité de paix définitif par le président Nyusi. Le président rwandais sera à Bangui ce mardi 15 octobre où il doit s'entretenir avec son homologue centrafricain. C'est la 3e visite officielle de Paul Kagame en République centrafricaine depuis l'élection de Faustin Archange Touadéra en 2016, même si les 2 chefs d'État se sont déjà rencontrés à plusieurs reprises. Au programme de cette visite, la signature de plusieurs accords bilatéraux du côté du gouvernement rwandais. On évoque des accords dans le secteur économique et dans le secteur minier, ainsi qu'un renforcement de la coopération militaire. Et enfin, pour terminer, la République démocratique du Congo va-t-elle lancer des opérations conjointes avec ses voisins de l'Est ? Des documents signés par le chef d'état-major congolais circulent depuis la semaine dernière à Kinshasa et laissent entrevoir l'organisation d'une future riposte basée contre les groupes étrangers et congolais. Le plan opérationnel est accompagné d'une lettre adressée au chef d'état-major du Burundi. Le général Célestin Mbala invite ses homologues à une réunion qui doit se tenir les 24 et 25 octobre à Goma. Une première réunion s'était tenue les 13 et 14 septembre dernier. Les états-majors de la RDC, du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda avaient convenu de travailler ensemble pour l'éradication des groupes armés. Ainsi s'achève cette édition qui vous a été proposée par l'ensemble de la rédaction de Chérif La Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. La version Bamanakan de ce journal, c'est à 21h avec Amadou Kamara. Chérif La Télévision, partout dans le monde et sur tous les décodeurs. Un grand merci à nos téléspectateurs du monde anglophone. Bonsoir et à très bientôt.